L'enjeu, c'est pas être performant parce que tout le monde peut être performant au moins une fois. C'est être performant sur le long terme. Et qu'est-ce qui t'aide à être performant sur le long terme? C'est l'équilibre. Pour que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Healthier Humanity, un podcast dédié à l'exploration de différentes perspectives pour vivre pleinement et optimiser notre santé et notre bien-être. Je suis votre hôte, Jean-Charles Samuelian, et je suis ravi que vous vous joigniez à moi dans ce voyage. Imaginez un monde où nous vivrions non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé, avec moins de stress et plus d'énergie. C'est la vision qui anime ce podcast. Dans chaque épisode, nous parlerons avec des experts renommés dans divers domaines liés à la santé, des chercheurs de classe mondiale et des leaders pour être inspirés et mieux comprendre. Parmi ces experts, nous avons choisi d'inclure des athlètes de haut niveau. Pourquoi ? Parce que ces individus ont poussé leur corps et leur esprit à leurs limites, développant souvent une compréhension unique de la santé, de la performance et de la résilience. Leurs expériences et les leçons qu'ils en ont tirées peuvent nous offrir des perspectives précieuses sur la façon d'optimiser et de penser notre propre santé, que nous soyons sportifs ou non. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir comme premier invité Thierry Dussautoir, une légende du rugby français, qui a su transformer son expérience sportive en une carrière business et qui illustre parfaitement la quête de performance, la gestion du stress et l'importance de l'esprit d'équipe. Thierry, merci beaucoup de te joindre à nous. Bonjour Jean-Charles, merci de m'inviter. Merci. Thierry, tu es né en Côte d'Ivoire, tu as découvert le rugby à 16 ans avant de devenir capitaine de l'équipe de France avec plus de 80 sélections. Élu meilleur joueur du monde en 2011, tu détiens le record de 38 plaquages en un match. Aujourd'hui, tu appliques la discipline et la résilience acquise sur le terrain à ta vie d'entrepreneur. Tu as notamment fondé All My SMS, une solution de marketing digital, et Melting Capital, une société d'investissement dans la tech. J'ai hâte que tu nous montres comment les valeurs du rugby peuvent nous aider à nous dépasser et à vivre en meilleure santé. Je te propose de commencer par explorer ton parcours dans le rugby et son impact que ça peut avoir sur ta santé, avant de discuter de l'importance de la préparation physique et mentale, ainsi que de la nutrition. On pourra aussi aborder la transition vers la vie après le sport et voir comment certaines des leçons que tu as eues dans ta vie peuvent s'appliquer dans notre quête d'une vie plus saine. D'abord, tu as découvert le rugby relativement tard, à 16 ans. Comment ce sport a-t-il transformé ta vie ? Reste question. Cette question. Déjà, je suis arrivé au rugby grâce à des copains en réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation de judoka initiale. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. Et lorsque je jouais, je faisais du judo, mes copains du lycée, je remarquais que tous les week-ends, si tu veux, ils arrivaient, tous les lundis, ils arrivaient, ils faisaient un débrief du week-end précédent parce que je vivais à Périgueux, en Dordogne. Et beaucoup de copains de classe jouaient au rugby dans des clubs à côté. Et j'étais un peu exclu de la relation et des discours du lundi parce que je comprenais rien. La moitié des termes, je les comprenais pas. Et surtout, je sentais qu'il y avait une vraie camaraderie entre joueurs d'équipes opposées, pas seulement parce qu'ils étaient en classe ensemble, mais parce qu'ils vivaient quelque chose de particulier. Et un jour, mes amis m'ont dit, mais écoute, t'as le gabarit, viens nous rejoindre dans notre club. Donc j'ai commencé à Trélissac, c'est un club qui est collé à Périgueux, une ville qui est collée à Périgueux. Et c'était comme ça que j'ai commencé mes premiers pas au rugby. Et comment ça s'est enchaîné ensuite ? Parce que j'imagine t'arrivais avec des personnes qui faisaient ça depuis très longtemps, peut-être depuis qu'ils étaient enfants. Comment t'es monté en compétence ? Est-ce que tu as eu une notion aussi de syndrome de l'imposteur à certains moments ? Comment ça se donne ça ? C'était surtout du plaisir. C'était être avec des copains, partager des moments. Ce que le rugby m'a apporté à ce moment-là, ça a été essentiel dans ma construction parce que j'avais 16 ans, c'est en pleine adolescence. Mon profil au lycée, c'est pas c'est le non identifié, tu sais, cette catégorie. Donc c'est pas le mec qui est populaire ni le geek, c'est voilà, celui dont on se souviendra pas forcément après. Et je nourrissais beaucoup de complexes, pas beaucoup de confiance en moi.
Et ça, je pouvais le percevoir, par exemple, au judo. C'est-à-dire qu'au judo, j'étais un bon judoka. J'étais plutôt bon à l'entraînement, mais en compétition, je me faisais éliminer très rapidement parce que je perdais mes moyens. Et j'avais du mal à assumer le défi, finalement, d'être face à un adversaire à l'instant T. Et le rugby, le fait d'être accepté comme j'étais, c'est un peu ça, c'était viens comme tu es et on fait avec. J'avais pas forcément de connaissances de rugby, mais j'étais plutôt engagé, vaillant. J'avais pas peur du contact parce que j'avais cette assurance du judo. En fait, que j'ai trouvé ma place dans ce groupe-là et ça m'a donné énormément de confiance parce que faut voir à cet âge-là rentrer dans un vestiaire de mecs qui sont plutôt populaires, qui sont plutôt costauds, pour en général ont une grande bouche, tu vois, te dire que ces gars-là, ils te respectent pour ce que tu es, t'as pas besoin de jouer un rôle. Ça m'a vachement aidé. Et la répétition aussi des échéances, des compétitions, le fait de jouer tous les week-ends, à la différence du judo où à l'époque je devais avoir 3-4 compétitions dans l'année, euh, mentalement m'ont permis de banaliser la compétition. Et cette confiance-là que j'ai acquise au rugby m'a permis d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants dans le judo. Et la discipline, la concentration que j'avais acquise en- au judo m'ont permis d'être vraiment beaucoup plus percutant dans tout ce que je faisais dans le rugby. Et voilà, donc le fait d'être discipliné, rigoureux, d'être compétiteur aussi, hein, de rentrer sur le terrain, pas seulement pour jouer avec mes copains, mais aussi parce que je voulais être le meilleur l'échéance, ont fait que j'ai gravi les champs petit à petit. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as partagé, c'est aussi le fait que bah, tu pouvais être dans une situation où tu te sentais pas nécessairement à ta place et par trouver le bon groupe, par trouver le bon endroit, tu as trouvé un peu ta voie. C'est hyper intéressant. Oui, je pense que c'est la force du sport en général, sport collectif et plus particulièrement du rugby parce que c'est un sport collectif de combat. Et il suffit pas d'être très bon technicien, d'être un très bon athlète, il faut donner encore un peu plus parce que tu prends des coups, tu en donnes. Donc il faut montrer beaucoup de générosité au groupe. Et l'une des leçons que j'ai apprises au rugby, c'est que j'ai un entraîneur qui me disait ça souvent, il nous disait toujours, les gars, avant de prendre, donnez. Donnez. Et donner à l'effectif, donner à vos copains, et vous rendront toujours en retour. Et ça c'est vrai, je l'ai constaté, que ce soit à ce niveau-là, mais aussi au haut niveau. C'est-à-dire que quand tu donnes sans compter à tes coéquipiers, tu génères de la confiance, et ils sont là pour toi en suivant. Oui, ça s'applique dans la vie, je pense, en général. Donner avant de recevoir, ça fonctionne hyper bien. Et tu nous as dit que ce que tu faisais en rugby, tu avais renforcé dans le judo. Donc, tu as mené les deux en parallèle pendant un moment. Quel a été le cliquet pour que tu décides d'abandonner l'un pour l'autre et quelles sont un peu les grandes étapes de ton parcours dans le rugby? Alors effectivement, pendant 2 ans, donc 16 ans, je rentre en première. Donc première terminale, j'ai fait judo-rugby. Et comme je te disais, ma progression en compétition en judo a correspondu avec la pratique du rugby. Donc j'ai quitté mon club et je suis rentré dans de judo et je suis rentré dans on va dire, pas un centre de formation, mais c'était un groupe d'entraînement départemental, mais qui nous demandait un entraînement donc de mémoire lundi. On avait un tournoi lundi, mercredi, jeudi et samedi. Et moi, en plus de cela, j'avais le rugby. Le mercredi, je faisais double séance. Le vendredi, rugby. Et samedi, match. Donc, tu vois, ma semaine, Je devais passer vite. elle était assez intense, d'autant plus qu'à côté, il y avait des études. Donc, c'est le grand stress de ma mère qui déjà était contre le fait que je fasse du rugby. Elle disait, non, mais tu vas jamais avoir ton bac parce que t'en fais trop à côté. Et moi, je voulais pas lâcher parce que d'un côté,
Le judo, c'était un peu l'histoire de ma vie quelque part, et le rugby, c'était la nouveauté, c'était les copains, c'était aussi une façon de m'affirmer en tant qu'adolescent. Donc, je voulais pas lâcher. Lorsque j'ai eu mon bac, je suis resté dans mon lycée, j'ai intégré Mathsup. Et là, en revanche, bon, j'ai compris qu'il fallait que je choisisse. Bien que j'ai choisi, bien en choisissant le rugby, je savais aussi que j'allais, enfin, ça allait être difficile. Et sincèrement, ça a été dur, pas parce que j'avais pas forcément le temps de travailler, mais c'est que je sentais aussi que ça, pour certains professeurs, c'était pas, ça posait problème que je fasse du rugby, et ça se voyait, quoi. Le lundi, j'arrivais avec un hématome ou bien des traces de frottement, donc ils savaient très bien que j'allais jouer les matchs le week-end, et ils n'appréciaient pas forcément ça en call, notamment quand j'avais pas les bonnes réponses. J'imagine. Déjà que sans faire du rugby, les moments de colle ne pouvaient pas être les plus sympas. C'est ça. Alors, j'imagine si tu portais sur ton visage que tu n'avais pas révisé le week-end. Ouais, puis après, c'est quelque part, c'est dommage aussi, tu vois, de pas pouvoir faire des études de haut niveau et du sport de haut niveau quand tu as la capacité que le système ne te permette pas d'explorer à fond ton potentiel. Ouais, là où les universités américaines donnent beaucoup plus d'options, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment un sujet culturel. La place du sport en France, elle n'est pas... Enfin, toujours eu cette perception-là. C'est-à-dire que le sportif, c'est l'abruti de service. Bon, heureusement qu'il a trouvé le sport pour sortir son épingle du jeu, parce que sinon, ça serait compliqué. Alors que quand tu regardes les profils des meilleurs joueurs ou bien des meilleurs sportifs de haut niveau, enfin déjà, tu as des profils complètement différents, et tu as beaucoup de profils intellectuels de très haut niveau. Donc, voilà, ce sont des a priori dont on hérite, et voilà, dont on souffre parfois. Et qui sont difficiles à combattre, en effet, quand ils existent. Et du coup, il y avait un niveau d'intensité sportive qui était assez hallucinant pendant que vous venez de sport de haut niveau que tu menais, puis après, la prépa en plus. Est-ce que tu as eu des grands défis un peu autour de ta santé, ta préparation physique, et ton corps suivait toujours, ou tu as déjà eu cette réflexion-là qui commençait à ce moment-là? À cette époque-là, non, je me posais pas forcément de questions, parce que j'étais pas dans une démarche de sportif de haut niveau. J'étais plus du plaisir. J'avais pas, C'était assez paradoxal. Je voulais aller le plus haut possible, mais je mettais pas les choses en place pour atteindre ces objectifs-là. Et par exemple, le rugby, c'est un peu c'est le hasard qui m'a amené au sport de haut niveau. Pourquoi je fais du rugby, j'arrive en tant que joueur professionnel, c'est que lorsque je rentre en spé, je suis admis en spé, je sens que je vais pas tenir, parce que ce qu'on me demandait, déjà ça m'intéressait pas. Je voulais pas arrêter le sport, donc j'étais pas aligné avec tout ça. Et j'avais un copain qui était à Bordeaux à l'époque, qui était en fac, et qui me disait, tu sais, à la fac de physique-chimie, il y a une classe un petit peu particulière que tu pourras intégrer, qui te permet de passer un concours, qui te prépare au concours d'entrée en école d'ingénieur. Donc si tu arrives à y rentrer, c'est top. Donc le sujet, une fois que j'avais identifié ce que je pourrais faire, en plus c'était la chimie des matériaux. Donc je me suis dit, alors je vais pouvoir travailler en tant qu'ingénieur, je sais pas, chez Decathlon ou des boîtes comme ça, qui vont travailler sur les outils sportifs de demain. Donc ça peut être intéressant, passion et travail. Ceci étant dit, il faut financer les études. Et j'ai un autre copain, pour le coup, du rugby, qui passait les tests pour entrer au centre de formation du CABVG, donc Bègle. À l'époque, maintenant c'est l'UBB. Il m'a dit, bah viens, pourquoi pas venir? J'ai dit, bah, tu es sûr, demande-leur s'ils veulent que je vienne. Donc ils ont accepté, et j'ai passé le test que j'ai réussi. Et voilà. Donc c'est un bon plan pour moi, parce que je rentre en centre de formation. J'étais nourri, logé, ils me donnaient un petit peu d'argent. Donc je finançais mes études, j'étais indépendant.
Et je pourrais continuer mes études et aussi monter d'un étage dans, dans le rugby et dans le haut niveau. C'est assez incroyable, c'est hasard de la vie, mais en fait, tu t'es positionné pour les avoir d'une certaine manière, donc Ouais, en oui. continuant, en étant résilient. Ouais, après ça, ce côté résilient, c'est une grosse marque de mon caractère parce que même dans le sport, j'avais pas trop de doute. Alors, quand je dis ça, souvent, on se moque de, enfin, on rigole, je fais rire, mais comparé à la moyenne, c'est vrai que j'ai des capacités physiques peut-être supérieures, mais comparé à la moyenne du rugbyman, non. J'étais plutôt moyenne faible. Donc, il m'a fallu très vite m'adapter et comprendre quel était mon avantage concurrentiel, on dirait, en termes business, pour pouvoir me démarquer. Parce que sinon, si j'étais resté exactement ce qu'on attendait de moi dans les premières années de ma carrière, je pense que j'aurais pas fait la même carrière. Et quand est-ce que tu as eu le déclic de se dire, je dois aligner tous les éléments de ma vie pour la performance et pour être au meilleur niveau? Ce que tu as dit au début, c'était un peu des hasards. Euh, et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, en fait, maintenant, je dois tout dédier comme ça, je dois réfléchir de manière holistique à mon mental, mon physique, ma nutrition? Est-ce que c'est arrivé à un moment et est-ce que... Euh, le mental, c'était quelque chose qui était important, que j'avais déjà identifié comme quelque chose d'essentiel, parce que c'était, pour le coup, c'était mon arme majeure. C'était mon état d'esprit, mon mental qui me permettait d'être véritablement performant. En revanche, c'était une époque où il n'y avait pas encore cet accompagnement. Il y avait des préparateurs préparateurs mentaux, mais il n'y avait pas euh, on n'était pas engagé à aller les voir. C'était pas quelque chose de vraiment naturel. C'était très rare d'avoir des rugbymen qui allaient voir un préparateur mental. Euh, à contrario, dans les sports individuels, par exemple, c'était normal, quoi. C'est-à-dire, pourquoi pas préparer le corps de la même façon, enfin le mental de la même façon on prépare le physique, c'est logique. Pendant très longtemps, dans notre sport, on a souffert du fait que, étant donné qu'on est des guerriers, entre guillemets, c'est un sport de combat, il faut être fort, faut pas montrer ses faiblesses physiques et mentales. Aller voir un préparateur physique, c'est déjà faire preuve de faiblesse en soi. Et je pense que ça fermait beaucoup de portes à ce moment-là. Et pour le coup, moi, j'ai jamais trop, enfin, je suis jamais allé me faire aider. Et c'est un regret aussi de ma carrière en me disant, si j'avais pu, enfin, si j'avais poussé ces portes-là, je pense que j'aurais vécu déjà les choses différemment, avec moins de stress, moins d'angoisse, de façon un peu plus cool, et j'aurais terminé ma carrière de façon un peu plus apaisée. Je veux bien que tu reviennes là-dessus. Quels étaient les moments, justement, de plus grande anxiété, de stress de ta carrière? Enfin, c'était quoi ta vie? Les moments d'anxiété, il y en a eu plusieurs. Alors, la blessure. Euh, j'ai une très grosse blessure au genou à l'âge de 22 ans où, en gros, le chirurgien me dit alors, soit on vous opère, euh, mais c'est pas une opération qu'on a l'habitude de faire, donc je sais pas trop comment est-ce que vous allez revenir. Soit on vous opère pas, vous jouez, vous allez reprendre le terrain dans 3 mois, vous allez, mais voilà, vous allez dans 4 5 ans, vous arrêtez votre carrière, votre genou soit bousillé. Donc, faut choisir. Je veux difficile à 22 ans. Non, ouais, donc là, ça a été, j'étais tout seul, là, j'étais vraiment seul face à moi-même. Donc ça, c'était une période de stress assez importante. Et la plus importante, ça a été le capitanat, que ce soit en équipe de France ou au Stade Toulousain, parce que pendant 6 ans, j'ai été capitaine j'étais 8 ans au Stade Toulousain, 6 ans en équipe de France, et pendant les 6 ans en équipe de France, j'étais capitaine tous les week-ends. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je jouais 2 matchs tous les week-ends en réalité, parce que mentalement, j'arrivais bien fatigué avant le match. Et sur la performance du week-end, j'étais jugé sur à la fois la notion de leader, capitaine, manager, donc performance de l'équipe, mais aussi en tant qu'opérationnel. Donc, alors quand tu es en forme et que mentalement tout va bien, il n'y a pas vraiment de soucis.
Et quand tu es en période de doute, fatigué, que tu as mal, et là, pour ça, tous les joueurs ont mal. On ne joue jamais à 100%. Donc quand les douleurs, les douleurs te prennent la tête véritablement, voilà, c'est plus difficile à gérer. Tu sais que tu es attendu, donc cette gestion-là du stress, elle est, elle est importante et je pense elle m'a pris beaucoup d'énergie. Merci, j'ai du coup noté environ 10 questions. Ce que tu as dit. Pour revenir sur la première, sur ta blessure au genou, comment finalement tu as pris cette décision et comment tu as géré après, peut-être dans le reste de ta carrière, tes anticipations pour plus te blesser? Est-ce que ça a devenu une peur? Comment tu t'es protégé physiquement, préparé physiquement pour que ça n'arrive plus? Alors déjà, je pense que comme je suis quelqu'un d'assez cartésien, je pose les choses. En fait, ça se fait très rapidement parce que le chirurgien, tu peux imaginer qu'il n'avait pas une semaine à me blesser, mais ça s'est fait en 5 minutes. J'ai dû prendre ma décision. Moi, j'ai mis les différents paramètres sur la table. Ce qui était difficile pour moi, la difficulté pour moi, c'était que je m'étais blessé en ce qu'on appelle à l'époque France A. C'était la deuxième équipe de France. C'était dans une année, c'était en 2004. Et en 2004, c'est une année post-Coupe du Monde. Et ce qui se passe en général, les années post-Coupe du Monde, sur la tournée qui suit, ce sont des jeunes talents, des jeunes espoirs qui sont amenés en tournée pour opposer les titulaires. La logique voulait que je fasse cette tournée-là. Je pense que j'allais faire cette tournée-là. D'ailleurs, beaucoup de joueurs qui ont fait cette tournée-là ont été les joueurs d'équipe de France qui ont suivi après. Le souci, c'est que j'ai réfléchi de cette façon-là, de dire comment est-ce que tu vas intégrer cette équipe nationale pour essayer dans 3-4 ans, à 25-26 ans, ça n'a pas véritablement de sens. A contrario, tu te donnes une chance en te faisant opérer. Je sais pas comment tu vas revenir. Il n'a pas dit que tu t'arrêtais ta carrière, donc il y a un espoir. Donc la perspective est plus importante. Et puis si ça marche pas, tu as l'école. J'étais en école d'ingénieur et je me suis rattrapé à ça. Alors que pendant ma période de convalescence, je jouais plus, mais j'allais en cours. J'avais d'autres centres d'intérêt et ça m'a permis d'avoir les idées plus claires, d'appréhender la blessure de façon différente, de façon un peu plus tranquille. Et ça m'a permis aussi de faire le bon choix. Parce qu'à l'issue de cette saison-là, mon club descend en Fédéral 1, donc deuxième division plus Fédéral 1 pour double descente, donc sportive et financière. Et j'ai la proposition de Pau, Brive pour l'année suivante et celle du Biarritz Olympique. Pau et Brive me proposent plus d'argent que Biarritz. Et Biarritz, à l'époque, c'est ce qui est resté dans l'histoire, sportive, on appelait cette équipe les Galactiques, parce que c'est un gros moment, c'est un moment charnière dans l'histoire du club où ils ont recruté des internationaux, donc Imagari Nordoki, Damien Traille, il y avait Serge Wetzel. À mon poste, c'était la plus grosse équipe de France. Et je me suis dit, écoute, t'es blessé, t'as 22 ans, dans un an, tu termines tes études. Enfin, tente. C'est-à-dire que si tu n'as pas le résultat là, si tu sais pas aujourd'hui si tu vas pouvoir jouer dans ces équipes-là au plus haut niveau, ça sert à rien, quoi. Donc, prends ta chance et on verra bien. Donc, j'ai signé 2 ans et ça a été quelque part le départ de mon parcours au plus haut niveau. Et tu dis que ça a été le départ parce que là, tu as côtoyé l'excellence et ça t'a... Exactement, l'excellence à l'entraînement, la façon d'appréhender l'entraînement, des entraîneurs comme Patrice Gisquier et Jacques Delmas, qui ramenaient avec des styles différents, mais qui avaient la rigueur dans leurs propos. Patrice Gisquier était pas facile au quotidien parce que c'est un passionné, donc des fois tu l'agacais quand tu réussis pas des gestes techniques. En revanche,
il m'a amené à réfléchir sur ce qui est devenu mon point fort, la défense, la façon d'appréhender, se placer, analyser les courses des adversaires, les placements des adversaires, parce que souvent en défense, on pense que il suffit de mettre un adversaire et aller avec le maximum de volonté et le plaquer. En réalité, c'est beaucoup de travail en amont et beaucoup de lecture pendant le match. Donc lui m'a amené ça, cette réflexion-là, cette finesse dans ce qui peut apparaître comme quelque chose de brutal et voilà. Donc sur l'exigence des entraînements, mais aussi des coéquipiers. Donc t'es avec les meilleurs joueurs de France, faut te mettre au diapason, donc tu les observes dans leur façon de s'entraîner, de se nourrir. Donc à partir de ce moment-là, sur la diététique, j'ai commencé à faire un peu plus attention. Mais aussi surtout de la façon dont ils découpent on va dire la saison et dans la façon dont ils se fixent des objectifs. Et donc pour moi, ça a été très riche en enseignement. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, tu avais mentionné une des phrases d'un de tes entraîneurs aussi. Quels sont un peu les conseils ou quand ils te sont peut-être rentrés dedans aussi, mais que tu retiendras toute ta vie parce que ça a été des phrases clés qui ont été des moments charnières dans ta vie? C'est dur d'en trouver comme ça. Bon, il y a cette phrase que je t'ai citée. Ouais. Alors j'ai peut-être une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est avec Guy Novès quand j'arrive du Biarritz Olympique au Stade Toulousain. Heureusement, on avait gagné la finale avec le Biarritz Olympique, donc ça m'a permis d'arriver avec un peu plus de sécurité, de matelas vis-à-vis d'un gars qui est très chambra. Le fait est que j'arrive blessé aussi. Alors, par rapport à la résidence, je te raconterai un autre truc tout à l'heure. Donc j'arrive blessé, une blessure que je me suis faite en équipe de France à Toulouse. Et mes premiers mois sont pas très satisfaisants. Objectivement, je trouvais pas ma place. J'arrivais d'un club très structuré dans ce qui était demandé dans les annonces et dans un club d'un club qui était structuré, un club où c'était, enfin, où on lançait le ballon et tout le monde se trouvait. J'ai dit, mais comment est-ce qu'ils font, comment ils se sentent? J'étais j'étais en réflexion permanente, en disant, mais comment j'ai trouvé ma place dans ce groupe? Et mes performances à mon sens, hein, sont ressentées. Je jouais avec l'équipe de France la tournée de novembre 2006 et on joue contre les All Blacks à Lyon, et on perd de plus de 40 points. Et là, je me fais virer de l'équipe de France. Donc j'arrive en club, je dis bon, ça peut pas durer comme ça. Je vais voir mon entraîneur, je lui dis écoute Guy, moi, faut qu'on parle parce que je vois bien que j'ai pas le rendement que je devrais avoir, je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour améliorer mon rendement, et me regarde comme ça. Il me dit, je suis surpris. Non, moi je suis très content de toi. Et donc moi je suis un peu interloqué parce que je suis conscient que je suis pas bon en réalité. Pour moi, je devrais être meilleur. Il me dit, non, tu peux partir, c'est cool. Moi j'ai rien à te dire, je suis très content de tes performances, donc ce week-end, on joue, tu vois, ça m'a marqué, Montauban, on jouait. Tu seras titulaire contre Montauban, il n'y a aucun problème. Je pars, je me dis, bon, s'il est content, écoute, ça va. Mais bon, je comprenais pas trop. À partir du match contre Montauban, ça a été, on va dire, le début de ma carrière à Toulouse. Je commençais à voir le rendement que j'avais. Ça m'a libéré. En fait, il me dit ça m'a enlevé un poids, peut-être. 3-4 mois après, on joue contre le Biarritz Olympique au Stadium. Et là, donc du coup, j'étais en pente ascendante quant à mes performances. Je jouais vraiment bien. Et il me dit, on est au Stadium, il vient me voir, il me dit Thierry, bon alors, t'es prêt pour demain, tu te sens bien et tout? Je dis, ah ouais, mais là, ouais, tu peux dire, je suis motivé. C'est mon ancien club, ce sont mes copains, il faut qu'on batte. En plus, qu'on gagne. En plus, on les a battus au match aller. Il faut que. J'ai ah ouais, tu joues au match aller, toi?
et pas en rigolant. Et j'ai dit, mais oui, Guy, et là, je comprends en fait le message qu'il me fait passer. C'est-à-dire que quand j'étais pas bon, j'étais en bas mentalement, enfin, il n'y avait pas grand-chose à tirer de moi. Il a su trouver le monde pour me donner confiance, pour me redonner confiance en moi, pour lui montrer qu'il y avait quelqu'un qui croyait en moi. Et au moment et à la période où j'étais au top, en fait, il a recommencé à être exigeant, mais vraiment exigeant. Aller chercher, à me pousser dans mes limites, aller chercher ce que j'avais de plus profond encore. Et ça, cette anecdote-là, elle m'a vraiment marqué parce que c'était ma première année. Il m'a entraîné pendant 9 ans. Et j'ai toujours gardé derrière le coin de la tête. Ça m'a permis de toujours avoir une analyse quant à ce qu'il pouvait dire, les mots qu'il utilisait au moment où il les utilisait. Donc, souvent, c'est plus facile de le voir quand il s'adresse aux autres. Mais c'est un peu plus difficile de le comprendre quand ça nous concerne. Et moi, cette expérience-là, elle m'a aidé sur les 9 années après pour pouvoir voilà, relativiser certaines remarques parfois qui pouvaient être vexantes. Et c'est hyper intéressant de bien lire la personne à qui tu t'adresses. C'est presque une masterclass de management de dire le bon mot au bon moment à la bonne personne pour l'amener. Bah, lui, pour le coup, c'est un maître dans ce domaine parce que je pense qu'il a duré pas forcément pour le rugby. Je pense qu'il aurait pu entraîner n'importe quelle équipe ou gérer des hommes. Lui, son boulot, c'était gérer des hommes. Et il avait des mots pour chacun d'entre nous. Il savait, déjà, il nous recrutait, donc il savait qui il recrutait. Et très vite, il percevait les leviers sur lesquels il pouvait appuyer pour que, à l'instant T, on soit, et même dire ça, des machines de guerre. Donc, c'était un peu ça, parce que c'était un club où il y avait beaucoup de liberté, dans le sens où tu pouvais voir quand on arrivait dans le jour du match, les autres équipes, elles étaient très structurées, tous habillés de la même façon. Nous, c'était l'armée mexicaine, en fait. Et tu vois, on avait tous eu la même notation, mais on aurait dit qu'on n'avait pas reçu les mêmes messages pour arriver. Et cette liberté-là, il a laissé là, elle est laissée dans le jeu. Mais quand c'était important, il savait dire le bon mot aux bonnes personnes. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé d'appliquer dans ton rôle de capitaine? Parce que tu parlais de ce double match tout à l'heure et de l'énergie que ça pouvait te prendre d'être capitaine. Comment tu vois et tu définis le rôle de capitaine et quels sont un peu comment tu essayé de le faire? C'est une bonne observation parce que c'est une bonne remarque parce que effectivement, moi j'ai vu le rôle de capitaine comme je considère qu'être capitaine, c'est aider ses partenaires à être dans les meilleures conditions pour le week-end. Et moi, j'étais beaucoup dans l'observation. Et c'est vrai qu'il a dû influencer cette... bon, déjà, je suis très observateur dans la vie, mais il a dû influencer cela, d'autant plus que c'est marrant parce que, tu vois, sur les repas, on a les regards qui se croisaient. Tu vois, moi, j'étais en observation de mes coéquipiers pour savoir, tiens, celui-ci, il est pas en confiance, donc il faut que je lui parle. Celui-ci, bon, il faut que je le calme un peu parce que là, il est pas... Et des fois, on avait le regard qui se croisait parce qu'il était à une autre table, mais je voyais qu'il faisait déjà son scanner de la salle pour adapter son discours. Donc oui, mais ça, quand tu es entraîneur, c'est une chose, mais quand tu es joueur en plus, donc je pense que ça a apporté du confort à mes entraîneurs. Ça, je pense que j'ai été capitaine aussi longtemps. Avoir ce soutien-là, cet œil un peu dans l'opérationnel, mais qui prenait un peu de hauteur. Et moi, ça m'épuisait. Hein. Ça m'épuisait vraiment parce que du coup, quand tu te concentres sur les autres comme ça, tu te concentres pas sur toi, sur tes sensations, sur tes envies. Et sur le long terme, ça m'a vraiment coûté. Hein. C'est hyper intéressant. Et je rebondirai là-dessus tout à l'heure, mais tu avais parlé de ta deuxième blessure et de résilience, justement, et que tu avais une super anecdote là-dessus. Et je serais ravi. Ah, super anecdote, je sais pas. En tout cas, j'en ai une. Mais donc, on revient, on rebobine. Donc, j'ai cette blessure numéro 1. Donc, j'arrive à Biarritz. Déjà, pour jouer, c'est assez difficile. Comme ça, pas forcément pour la compétition, mais parce que effectivement, l'opération était assez difficile c'est assez difficile de récupérer de cette opération-là. Donc,
Je devais enterrer, reprendre en octobre. Je reprends 2-3 mois après. Et je reprends cela. Bon, je me mets un coup de pied aux fesses et je dis, bon, vas-y. J'avais des douleurs encore au genou. Et je courais, mais je boitais plus que je ne courais. Je vais voir un ostéo. La première fois que je vais voir un ostéo qui m'enlève des tensions dans le genou. Je sais toujours pas trop ce qu'il m'a fait dans le genou, mais en tout cas, déjà, c'était la révélation quant aux soins que tu peux avoir en dehors du club. On me dit, ben, si ce gars-là, il m'a aidé, il faut que j'aille chercher cette compétence-là aussi quand j'ai pas tout ce qu'il me faut au club. Ou en complément. Je finis la saison comme l'un des joueurs qui est le plus utilisé parce qu'avec les roulements et les faits que beaucoup de mes coéquipiers allaient en équipe de France, ben, j'avais beaucoup de temps de jeu. Donc je reviens de blessure, je suis sélectionné en tournée pour la tournée en Afrique du Sud de 2005. On joue la finale contre le Stade Français, enfin on joue une demi-finale contre Bourgoin. Le soir, on rentre à la maison, le lendemain de la finale. Donc la veille de notre départ à Paris, j'ai mangé des fruits de mer, intoxication alimentaire. Je perds 7 kilos dans la semaine. Je rate la finale. Dans les vestiaires, Bernard Laporte vient me voir et me dit, écoute Thierry, tu comprends bien, on va jouer contre les Springboks. Je peux pas t'amener dans cet état, donc tu restes à la maison. Donc je perds la finale, tournée. La saison 2005-2006 reprend, ça se passe bien. Je suis appelé en tournée de novembre en 2005 avec l'équipe de France. Match au Saracens, entorse de la cheville. Ouais, ça n'arrête pas. Tournée est finie. 2006, donc je joue la finale, je fais mes premiers pas en équipe de France. Donc premier match en Roumanie, deuxième match face à l'Afrique du Sud, je me blesse. C'était ma blessure avant d'aller à Toulouse. Et ma troisième sélection face à l'Afrique du Sud, à la Nouvelle-Zélande, à Lyon, celle que je t'ai raconté, où je me fais virer. Voilà mes premières années en équipe de France. Donc souvent, on me dit, oui, t'as joué en équipe de France, t'as pas beaucoup, enfin, t'as 80 sélections, tout a été parfait, t'as pas été blessé. Je souris parce que cette période-là d'un an et demi où tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Ça a tourné à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est pas possible, j'ai la guigne, je peux pas faire plus, mieux. Bon, il faut y retourner. Allez, on y retourne. Et ça, tu vois, encore, c'est des grandes leçons de vie pour moi parce qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, c'est un peu la jungle, c'est très compliqué, faut convaincre. Tu prends beaucoup de portes. Tu vois bien que quand t'as la conviction et que tu prends les bonnes informations aussi qui nourrissent ton projet, tu réussis à avancer. C'est le niveau de résilience, en effet, qui est là et incroyable, parce qu'il y avait plein d'opportunités d'abandonner ou de se dire j'ai des signes qui veulent pas que je sois au meilleur niveau. Oui, mais c'est alors. Je pense que ce qui m'a permis d'avancer aussi, c'est le contexte dans lequel j'étais, c'est-à-dire un contexte hyper compétitif aussi, pouvoir me jauger avec des joueurs qui étaient en équipe nationale, qui étaient bons aussi, et je me dis, je suis à leur niveau, donc on lâche pas, c'est ça. Mais tu vois, la blessure en plus, c'est pas des blessures, c'est pas des déchirures où tu peux dire, oui, c'est mon hygiène de vie qui fait que. C'était vraiment à chaque fois du frontal, du choc, des choses que je pouvais pas éviter. C'est-à-dire que je regarde à droite, à gauche, et le gars il me rentre dans le genou droit. Je peux pas éviter ça. Ouais, c'était pas une question de préparation. Exactement. Exactement. Donc, je me suis rapproché sur plein de petites choses comme ça qui m'ont permis finalement d'arriver en équipe de France en 2007. À la Coupe du Monde, pour laquelle je n'étais pas appelé initialement. Tu vois. Ouais. Donc franchement, quand je suis arrivé en équipe de France, j'étais à 5e roue du carrosse, j'avais vraiment pas de pression, quoi.
j'étais vraiment cool quand j'ai joué mes premiers matchs. C'était top. Ouais. Et ce qui t'a libéré, en fait, t'a permis de... Ouais, ça m'a libéré parce que, à la différence de beaucoup de mes coéquipiers et concurrents qui savaient qu'ils jouaient quelque chose d'important pour eux, moi mon sujet, c'est de dire, bon, ben, moi, je verrai les matchs plus près qu'à la télé et j'ai rien à perdre, hein. Je rigolais parce que je prenais tout avec beaucoup de plaisir, j'étais libéré de ce poids-là que tu peux avoir sur les premières semaines en équipe nationale quand tu joues une Coupe du Monde parce il y a un premier groupe qui est nommé, ensuite il y a une sélection qui est réalisée. Il y en a 4-5 qui partent. Moi, j'étais libéré de tout ça et c'est vrai que ça m'a aidé à appréhender cette Coupe du Monde-là de façon très positive, même si elle a mal commencé pour nous et que c'est mal terminé. Et ça m'a permis d'avoir des performances aussi intéressantes. Tu m'as parlé là, de pas mal de moments où il y a eu des bas, enfin, ces blessures, ces fruits de mer. Euh, quand, c'est quoi, quel a été un peu le moment le plus haut de ta carrière aussi? Et comment, est-ce que tu as gardé les pieds sur terre après ça ou comment tu l'as fait? Euh, je pense pas être quelqu'un qui m'emballe beaucoup et j'ai toujours essayé de prendre la distance vis-à-vis des compliments qu'on me faisait. Euh, alors tu vois, là, c'est où je me dis que j'aurais dû aussi aller voir quelqu'un qui m'aide parce que je donnais toujours plus de valeur aux commentaires négatifs qu'aux commentaires positifs. Donc imagine quand des fois j'ai la tête assez pleine de choses négatives. Mais j'étais vacciné parce que quand à 22 ans, je me blesse. C'est une période où assez ascendante. Donc, comme je suis jeune, tout se passe très bien. Et je me suis rendu compte que bah, du jour au lendemain, tu disparaissais de l'écran médiatique, mais aussi l'attitude des gens avec toi était différente. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas sincère quelque part. Donc, faut pas donner de la valeur à ces commentaires-là. D'autant plus que c'est très facile de laisser emporter. Comment je l'ai géré? Je pense que j'ai été sauvé par mon caractère aussi. Parce que après 2007, après 2011, j'ai été énormément sollicité en dehors du rugby, dans des émissions, dans des shows télé, des choses comme ça. Et comme moi, je j'ai pas forcément cet attrait-là j'ai pas besoin de sortir du groupe. Enfin, je suis très bien voilà, dans la masse. J'ai pas besoin d'avoir les projecteurs sur moi. Ça m'a aidé à la fois à ce moment-là, mais aussi quand j'ai arrêté. C'est assez cool, quoi. Ouais, t'as pas eu la dépression post. Je l'ai eu, mais pas pour ces raisons. Alors, sur ce point-là, j'ai pas eu la dépression post, j'ai eu la dépression pendant. Mais moi, c'est une anecdote marrante parce que il y a 2-3 ans, je parlais avec ma femme et je lui dis, bah, tu vois, finalement, je m'en suis plutôt bien sorti hein, de cette période-là qu'on sait tous assez difficile. Je n'ai pas eu de fait de dépression. Alors, regarde, il dit, mais tu rigoles ou quoi? Je dis, mais bah quoi, j'ai pas fait de dépression après, hein. Ah non, non, t'en as pas fait après, mais pendant, oui. Qui m'expliquait que pendant mes deux dernières années, j'étais en dépression complète parce que ça se passait pas bien en club. Là, le sac à dos de capitaine était vraiment lourd. Et surtout, je savais que j'allais arrêter. J'avais plus ou moins prévu la date, mais je n'avais pas annoncé. Et, et je voyais voilà, l'inconnu, le vide s'approcher, m'approcher de la falaise, là, tu vois, du bord de la falaise. Et j'étais apparemment assez insupportable pendant 2 ans, quoi. Heureusement Ouais, ouais, c'est bien de prendre de l'input extérieur faut te recentrer aussi. de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Et ça, comment t'en es sorti? C'est par rentrer dans l'action de l'après? C'était, tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment qui t'a permis de sortir un peu de ce tunnel?
négatifs? Je pense que ce qui m'a vraiment aidé, c'est il y a plusieurs choses. Je pense que j'étais prêt pour ça. J'en avais pas conscience. J'étais prêt parce que c'est quelque chose c'est un moment auquel j'ai pensé dès le début de ma carrière en réalité. Je suis allé au bout de mes études. Pendant toute ma carrière, je posais des questions. Je m'intéressais à ce qui pouvait se faire après. Euh, les anciens, je leur demandais beaucoup ce qu'ils avaient prévu. Toujours été plus intéressé presque par cela. Ça répondait peut-être à une angoisse, une espèce d'anxiété, que par le fait de battre tous les records sportifs. Parce que le rugby, ça n'a jamais été une finalité pour moi, ça a été j'ai toujours considéré comme une étape. À savoir comment est-ce que cette étape, je la gérais au mieux pour en faire le meilleur outil pour l'après. Et réellement, le fait d'être toujours alerte vis-à-vis de l'après, de ce qui se faisait, d'essayer d'être connecté avec la vraie vie, le fait d'avoir commencé à investir dans des sociétés en 2008, donc là j'étais en plein dans ma carrière, ça m'a permis de garder ce lien-là. Et à mes simulations, elle m'a SMS quand j'ai arrêté ma carrière. Déjà, j'ai monté une autre boîte d'import-export. J'ai de suite enchaîné. J'ai pris le parti de dire, on casse le rythme traditionnel qui est de dire, après ton dernier match, tu pars en vacances. Parce que quand tu vas revenir des vacances, si tu es sur le même tempo des années précédentes, tu vas vouloir aller au stade. Et là, il va y avoir un petit problème. Donc, j'ai de suite travaillé. J'ai commencé à me former. Et c'est comme ça, en fait. J'ai passé ce moment-là, d'autant plus que tous les doutes que je pouvais avoir, je les avais eu avant. Donc, je pense que voilà, c'est sur le long terme, je me suis préparé. Merci de ce partage. Est-ce que tu avais créé un peu Tu m'as dit il y avait beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress parfois et d'anxiété à certains moments. Est-ce que tu t'étais créé des routines, que ce soit de Ouais. respirer? C'était quoi? Est-ce que tu peux nous les partager? Moi, ma routine, c'était surtout dans la préparation d'avant-match, quand on était dans le vestiaire. Le rugby, c'est évidemment un sport de contact, faut être prêt mentalement, comme je disais tout à l'heure, avoir mal, à faire mal. Donc chacun trouvant des moyens, des artifices pour faire monter l'agressivité, donc par l'effort, se mettre quelques impacts. Et moi, j'étais un peu toujours le maître zen dans mon coin. J'avais besoin de visualiser. Donc j'étais sur des exercices de respiration et j'essayais de visualiser à chaque fois mes premiers impacts. Mes premiers impacts devaient être... fallait que je vois de façon naturelle, de façon positive. Et je savais que ça, c'était déjà un premier signal qui me disait que j'étais dans un bon mood. J'avais pas besoin de... Bon, alors ça vient peut-être du judo, mais j'avais pas besoin de m'exciter pour être agressif. Donc, j'avais surtout besoin d'être calme, lucide, parce que ce qui m'était demandé avec mon poste, avec mes spécificités, c'est quelque part d'être faire le plus de dégâts possible dans les attaques adverses, en étant le plus propre pour mon équipe. Donc c'est là où j'étais vraiment efficace. Et donc pour ça, il me fallait, je pouvais pas être surexcité, il fallait que je fasse le bon geste au bon moment. Donc ça, c'était ma première étape de la préparation. Et ensuite, j'aimais aller dans les douches, face à un angle, je trouvais un angle. Et face à cet angle-là, je montais en pression, je faisais des routines d'échauffement, échauffer mes épaules, les genoux, enfin des choses comme ça. Et je montais petit à petit en pression. Depuis mes premières années de rugby à 16 ans à Trélissac jusqu'à mes derniers moments au Stade Toulousain en passant par l'équipe de France, j'ai toujours gardé cette routine-là. Et c'est pas de la superstition, c'est juste que
faire toujours la même chose, pour moi, ça me permettait de savoir, bon, là, t'es bien, là, t'es pas bien, là, il faut que t'accélères, là, il faut que, allez, calme-toi, c'est qu'un match, relativise. Et une fois que j'avais j'avais réalisé ce moment-là pour moi, j'étais disponible pour l'équipe. J'adore cette répétition de la routine. Est-ce que tu peux nous partager quel type de respiration tu faisais et quel est l'exercice ou c'est... Non, Ouais. après, Ouais. je suis pas un maître yoga, donc, non, mais j'aimais bien me tenir, tu vois, de façon droite, fermer les yeux et puis contrôler ma respiration, abaisser mon rythme cardiaque, mais toujours en visualisant des choses qui me détendaient, même des moments que j'imaginais durs. Par exemple, il y a quelque chose que je faisais souvent, c'est que j'imaginais le joueur qui me semblait le plus difficile à plaquer, par exemple, parce que la semaine, j'avais étudié les vidéos et il fallait j'avais besoin de voir quelque chose, une action positive vis-à-vis de ce joueur-là, un plaquage positif, par exemple. Tu vois, par exemple, un truc curieux, donc d'autres personnes pourront l'expliquer peut-être. Euh, Quand ça venait pas naturellement, quand je forçais les choses, ou quand ma première image qui me venait était négative, je subissais. Tu peux être sûr que mon premier impact, je subissais. Je le ratais. Donc, j'imagine, parce que ça s'est passé tellement de fois, ça, Oui, que j'imagine qu'il y a une règle et qu'il y a une relation et que je ne saurais pas expliquer parce que j'ai pas lu ou justement je ne suis pas rapproché de personnes qui pouvaient me l'expliquer. Mais mentalement, le fait de me configurer ou d'être configuré avant de rentrer sur le terrain jouait énormément pour moi. l'importance de l'intention, dans quelle intention tu arrives sur le terrain. C'est... Ah, il y a un peu de recherche. Ce sera intéressant de lire la recherche là-dessus. Ouais, On regardera ça. après, tu peux enfin, parfois, je le constate aussi dans la vie de tous les jours, hein, quand tu abordes une problématique avec un esprit positif, en général, même si tu n'arrives pas à 100% de tes objectifs, tu en retires quelque chose de bien, quoi. Alors qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus difficile. La puissance de l'optimisme, je suis d'accord, et en tout cas en tant qu'entrepreneur, est imbattable. Quand tu es cynique ou pessimiste, en fait, t'es une voie à l'échec. Ouais. Et moi, tu vois, je le dis de plus en plus facilement que mon épouse, ma société, des fois, elle me dit, ouais, t'es un pessimiste. Je dis, non, je suis pas un pessimiste, je suis un réaliste. Enfin, ça, ils aiment pas ça, mais c'est vrai que autant je suis conscient de ça, mais j'aime bien avoir... je n'aime pas mettre les choses sous le tapis. Mm. J'aime considérer les choses comme elles sont. Et une fois qu'on a toutes les difficultés et les points possibles, là, on se met en action. Voilà. Chez Alan, on a défini cette valeur qui est l'optimisme méthodique. C'est-à-dire, tu dois être optimiste sur ta capacité à changer, à avoir un impact positif sur ce que tu fais, mais tu es méthodique, c'est-à-dire, en effet, tu caches pas la réalité telle qu'elle est. Ouais, Mais j'aime beaucoup ça. Tu parlais beaucoup de la douleur et que tu avais de la douleur en permanence. J'imagine qu'il y a un combo qui est presque paradoxal, où il faut savoir l'écouter, parce que si tu la nies complètement, c'est là où tu peux avoir les blessures graves. Et à la fois, il faut la dépasser. Comment tu réfléchissais à ça et est-ce que tu avais des techniques? J'étais pas un très bon élève là-dessus parce que j'étais conscient, mais je m'écoutais pas forcément. Et j'allais en limite, quoi. Et un match, je me rappelle, j'ai arrêté à la mi-temps parce que à la mi-temps, j'ai les larmes qui coulent. Ça faisait un an et demi, 2 ans que j'avais mal à l'épaule, que je trouvais pas de solution. Enfin, on ne plaignait pas forcément. J'arrivais pas à dormir sur cette épaule-là. J'avais une espèce d'atrophie musculaire qui commençait à apparaître et bon, je l'utilisais je l'utilisais toujours, quoi. Et ce jour-là, c'est vrai que à la grande surprise de mes entraîneurs, ils me dit mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai craqué un peu, quoi. Et je me rappelle, là, ils m'ont mis au frigo pendant un mois et demi, et j'ai pu me soigner correctement, prendre le temps de faire le bon diagnostic, parce que jusque-là, je laissais pas, je m'en plaignais, mais de temps en temps, tu vois. Aussi, il y a ce sujet-là aussi, c'est-à-dire que faut aller demander de l'aide. Donc, il y a toujours cet équilibre entre
être vraiment faire les choses de façon responsable, être conscient que son corps, c'est son outil de travail aussi, et que c'est important de ne pas faire n'importe quoi et ne pas se plaindre tous les 4 matins parce que, effectivement, si chaque fois que t'as mal au doigt, tu t'entraînes pas, ça va être compliqué. Pas t'entraîner souvent. Ouais. Ouais, surtout au rugby. Donc, voilà, c'est toujours cet équilibre à avoir, ce bon équilibre. Et pour le coup, les gens que tu peux avoir à côté, c'est bien parce qu'ils peuvent te sortir de ton quotidien, du tunnel dans lequel tu te mets tout seul et te dire, attends, stop, là, il faut que tu prennes les bonnes décisions, réveille-toi. Et tu disais, ton corps, c'est ton outil. Tu as dit à un moment, j'ai commencé à réfléchir à la diététique aussi. Quels sont un peu tes guides que tu pourrais partager sur la nutrition et la diététique? La nutrition et la diététique, je pense que tu n'as pas choisi la même personne. Ouais. Non, mais je faisais attention, mais j'étais pas un gars comme Pato Albacete, qui est un très bon un ami à moi avec qui j'ai joué 10 ans à Toulouse. On a passé énormément de temps ensemble, on était en chambre ensemble. Moi, je l'appelais le triste, tu vois, parce que qu'on allait manger, c'était une rigueur dans la diététique que moi, je pouvais pas suivre. Et moi, j'aime manger, j'ai besoin de me faire plaisir. Et donc, le conseil que j'ai venant de moi, lui, il vous dira, il faut être sérieux de A à Z. Et moi, j'avais besoin d'avoir de l'équilibre en réalité. De l'équilibre dans la nourriture, mais aussi dans tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire que je faisais tellement d'efforts. Déjà, avant de me faire plaisir, je faisais plaisir. En revanche, je ne pouvais pas faire n'importe quoi parce que ma performance en dépendait. Donc, la diététique, c'est pour beaucoup de prot animales ou prot végétales. Faire attention aussi aux féculents. En prendre, mais pas tous les jours non plus. Donc ces choses-là, faire attention au sucre, la façon dont on les prend, les moments auxquels on le prend. Donc c'est plus cette leçon-là que j'en ai tiré qu'autre chose. Mais quand je vois des fois mon ventre, je me dis que j'aurais reparti regarder mes cours. Mais je suis d'accord, la tension entre faire les choses qui sont bonnes pour toi, mais maintenir de la joie de vivre, qui est aussi très bonne pour toi. Je trouve que c'est un des gros enjeux de la santé et du bien-être, en tout cas. Oui, et puis si on en ramène au sport et à la performance, et si à chaque fois, c'est comme au boulot, tu t'aimes pas ton boulot, t'aimes pas tes collègues, tu peux pas durer. Non seulement tu vas pas être performant, mais surtout tu peux pas t'épanouir et durer. Donc je pense que pour s'épanouir, je pense beaucoup à cette notion. Pour moi, c'est l'équilibre. Trouver sa zone et sa zone d'équilibre. Et tu parlais de ces équilibres. C'est beaucoup d'efforts, la compétition et le sport professionnel. Comment tu réfléchissais à la notion de repos aussi et l'alternance entre les deux? Après, je jouais à une époque où on était quand même très sollicité. Dans la semaine, j'aimais bien sur ma journée de repos, j'aimais bien déconnecter, faire autre chose, m'intéresser à d'autres choses. Je pense que dans le sport professionnel, notamment le rugby, ceux qui ont la volonté de faire un double projet, non seulement c'est bien pour la suite, mais c'est bien aussi intellectuellement et ça leur permet de relativiser pas mal. Donc je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire que effectivement, ça peut paraître être une charge supplémentaire. En réalité, ils donnent une respiration à leur cerveau en réalité et pensent à d'autres choses. Donc je pense que ça c'est assez important. Et sur ça c'est sur la partie mentale qui est pour moi essentielle, c'est le plus important. Sur la partie physique, j'aimais bien après les matchs passer au club. J'étais dans un club, sur la fin en tout cas, qui avait des structures assez importantes. Donc on avait des bains froids, des jacuzzi, sauna, bref, un spa pour nous, quoi. Et j'aimais bien y aller pour pouvoir passer à autre chose. Et puis ça faisait partie du rituel, ça fermait
une étape, une semaine, et on repasse pour me permettre de rebasculer sur autre chose. Donc cette récupération-là, j'aimais bien. Quel que soit le résultat, tu avais cette routine et comme ça te permettait d'avancer aussi. Oui, parce que le résultat, oui, le résultat il est important, mais il est à prendre dans une masse de résultats. Donc si tu restes concentré que sur une victoire, un objectif, ce qui est important, une fois que c'est passé, c'est plus cet objectif-là, enfin c'est plus ce que tu as fait, c'est ce qui arrive. Donc il faut basculer, il faut en tirer les meilleures leçons possibles, mais surtout faut te projeter rapidement parce que tu as une échéance qui arrive. C'est Benjamin Kaiser qui m'a donné, enfin, qui nous a partagé chez Alan une règle maintenant que je réutilise très souvent, qui est la règle des 24 heures. Pendant 24 heures, tu as le droit de ruminer ou de célébrer. Et à 24 heures pile, tu passes à la suite. Et j'aimais bien cette... Ouais, c'est bien qu'il ait réussi à le timer comme ça, mais oui, c'est la philosophie parce que t'as pas le temps, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est dynamique, hein, que ce soit dans l'entreprise ou dans le sport de haut niveau. Et tu peux pas demander quelqu'un de passer à la seconde. Parce que déjà, c'est pas, je pense pas que ce soit faisable, et deux, ou bien ça veut dire que la personne n'est pas engagée dans ce qu'elle fait. Donc c'est normal qu'il y ait de la déception, de la joie. Faut laisser un temps pour le deuil, entre guillemets, ou la fête. Mais très vite, il faut se reconcentrer. Et même au terme d'une saison, d'un résultat important, à partir du moment où tu continues à être dans la compétition et dans la course, faut savoir que les autres continuent à travailler et à avancer. Donc, il n'y a pas d'alternative. C'est sans fin quelque part. Ouais, c'est la théorie de la Dame Rouge. Tu cours sans cesse parce que le monde bouge autour de toi. Mais c'est exactement... Cela, je ne la connaissais pas, mais c'est exactement cela. Et c'est pour ça qu'on revient à la notion de plaisir sur le long terme. Tu peux pas être que dans la contrainte tout le temps, parce que c'est quelque part, à un moment, tu craques, tu casses physiquement ou mentalement. Tu parlais tout à l'heure d'avoir pu aller chercher du soin en dehors du club aussi. À quoi elle ressemblait ton équipe médicale, à la fois dans le club ou dans l'équipe de France et à l'extérieur? Et comment tu as essayé de construire ça autour de toi? On était plutôt, dans le club, il y avait 2-3 médecins, il y avait 4 kinés. Dans l'équipe de France, il y avait un médecin en général et 2-3 kinés. Donc on était, je crois que les staffs, ils ont monté aujourd'hui. Mais tu étais dans une notion alors, collective. Et je pense que des fois, tu aimes bien avoir quelqu'un qui s'occupe rien que de toi, surtout dans ces notions-là de prépa physique ou de récupération. Et moi, j'avais une ostéo à Toulouse, qui pendant 10 ans, j'allais la voir toutes les semaines. Et tu te rends compte que parfois, c'est l'ostéo, même souvent, c'est pas ton corps qui soigne, hein. Donc, tu parles, tu arrives à te libérer en dehors du club. Et même dans le club, souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent sur sur la table de massage. Alors, je sais pas si c'est parce que ton corps se relâche mais les kinés, en réalité, sont de grands psychologues. En réalité, ils te permettent de libérer, enfin, en fonction de ton affinité avec eux, tu dis beaucoup de choses. Et ils permettent de faire passer aussi des messages que tu n'arrives pas peut-être à faire passer à tes entraîneurs. Donc, ça fait kiné, doc et... certains utilisent cette voie-là, mais c'est vrai que j'ai toujours... tu passes beaucoup de temps avec les kinés. Beaucoup de temps. Donc, déjà, il faut que tu t'entendes. Donc, c'est bien de bien s'entendre. Et moi, il y a beaucoup de kinés avec qui je suis resté ami. J'ai créé des liens d'amitié avec qui je suis toujours en contact. Parce que, je parlais tout à l'heure, quand la lumière s'éteint ou la lumière elle est beaucoup moins importante et que tu t'es dans l'ombre, si tu travailles, que vraiment tu souffres, tu t'entraînes beaucoup plus quand tu es blessé que quand tu joues. Et il y a des personnes qui sont toujours là, hein, sur le kiné, préparateur physique. Ils t'accompagnent. Ils t'accompagnent parce qu'ils te permettent d'appréhender ta blessure, mais aussi surtout de ne pas perdre confiance en toi. En te disant, ah non, mais tu vas revenir. Ouais, c'est possible. Ah, on s'était fixé telle date. T'inquiète pas, tu vas arriver. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Il y a plein de petites choses quand tu es blessé qui, à rien, te fait basculer quand tu es blessé. Est-ce que je vais revenir? Comment est-ce que je vais revenir?
Est-ce que j'ai pas laissé passer le train? Et là, tu as des gars qui sont avec toi tout le temps et qui te permettent de pas perdre au pied. Se construire ce support autour de soi, c'est Voilà. hyper important. Et encore une fois, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir enrichi cette équipe-là de quelqu'un qui m'aide au niveau mental. Et là, maintenant, dans l'après-carrière professionnelle, comment tu continues le sport, l'effort physique? Comment tu arrives à... Jean-Charles, tu voudrais pas m'envoyer un message là? Non, je n'oserais pas. Oui, j'ai eu un petit texto de ta femme qui m'a... Ouais. Ah, elle est capable. Non, je fais beaucoup. Tu sais quoi, quand je suis chez moi, je fais beaucoup de sport quasiment tous les jours. Parce que j'aime ça. Alors, je déteste courir, donc j'ai dû trouver d'autres choses à faire. Quand j'ai arrêté le sport et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, à bosser, et il s'est passé un truc très bizarre. Je me suis dit, mais on va faire les choses aussi sérieusement que quand tu étais athlète. Donc, tu penses, enfin, t'es focus sur la boîte et voilà. Toi, ton rôle dans l'équipe, ta nouvelle équipe, c'est aller chercher du client. Ben, il y a quasiment pas d'horaire, tu fonces. Bien, vision, j'étais très bourrin, quoi. Et, et je considère le sport comme du loisir. Donc, pas de place pour le loisir, donc je faisais plus de sport. Et un jour, je sais plus, j'ai dit, bon, allez, je vais me faire un petit entraînement. Et la sensation que j'ai ressentie après la séance, j'ai dit, mais attends, mais ça, c'est mon état normal. Alors, ça, c'est comme ça que je suis bien. Donc, comment je vais pas pouvoir faire de sport? C'est interdit. Donc, chaque fois que je suis chez moi, ou que j'ai des infrastructures, tu vois, dans mon planning, j'ai des créneaux horaires dans lesquels c'est comme une réunion de travail en réalité. C'est-à-dire que je fais ma séance, je m'entraîne, je vais faire, je sais pas, j'ai dû perdre. Maintenant, je me suis mis au paddle, donc c'est la mode. Je vais faire mon paddle. Donc toute la semaine, je fais quelque chose tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est mon équilibre et ça. Donc voilà, c'est aussi important qu'une réunion. Donc quand je mets des réunions, il y a des horaires auxquels je dis non, je peux pas. Je m'excite pas forcément, mais c'est juste que je peux pas. Et depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux. J'apprends des choses de façon beaucoup plus positive et je prends du poids un peu moins vite. Oui, on en revient à la notion d'équilibre que tu mentionnais. C'est ça. Comment pour avoir du plaisir dans un job, il faut trouver sa zone physique, de sommeil aussi. Ouais, pour pouvoir durer, trouver. C'est exactement ça, trouver le bon combo qui te permet de bien fonctionner le plus longtemps possible. Oui, j'aime bien la notion d'harmonie ou d'intégration. C'est comment tu fais que tu es passionné par ce que tu fais, ton métier, mais tu fais aussi les autres choses qui donnent de l'énergie et pour que les deux se combinent et soient puissantes. Et quand on parle d'équilibre, la notion, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, qu'on met pas forcément en avant, c'est la famille. Yep. Tu vois, la place de la conjointe, des enfants. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais pas fait ma carrière de sportif de haut niveau si ma femme m'avait pas été avec moi, m'avait pas parlé à certains moments, m'avait pas permis de relativiser pas mal de choses. Voilà, n'avait pas accepté de m'accompagner dans la démarche, parce que quand tu fais du rugby, bah, tu vis de ta passion, tu es concentré à 100% sur ton objectif. Mais tu pars pas en vacances comme tout le monde, je sais pas, t'as pas le même rythme que tout le monde, t'es pas à plaindre, tu vis ta passion, mais il faut que tu aies un binôme qui accepte ce rythme-là aussi. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de choses en jeu, et il faut avoir quelqu'un qui dit, bon ben je te soutiens même
quand les résultats sont pas là et que tu es en plein doute. Hein. Même quand c'est dur ou que tu es dur. Quand tu es dur, hein, si t'arrives des fois de mauvaise humeur, tu fais partie de ces personnes-là qui n'arrivent pas à... J'ai fait beaucoup de travail là-dessus pour que ce soit plus trop le cas, mais... Ouais, moi, j'ai du mal à séparer aussi. Mais bon, j'essaie de pas être... Enfin, je m'isole, tu vois. Mais bon, des fois, les silences sont bruyants. Je vois de quoi tu parles. Est-ce que justement, toute cette pratique d'athlète de haut niveau avant, quels conseils tu pourrais partager à les gens qui ne sont pas athlètes, mais justement pour trouver cette résilience et ce niveau de performance? Donc, je pense qu'il faut... j'aime bien la définition d'objectif. Se mettre un gros objectif bien important à long terme et comprendre aussi on passe pas de 0 à 100 comme ça et accepter des étapes, construire son projet. Je trouve que c'est bien parce que ça te permet de relativiser ce qui t'arrive le jour J et ça te permet de remettre les choses en perspective toujours et continuer à avancer parce que tu sais que l'objectif il est là-bas, il a plusieurs années, il a une certaine maturité de ta boîte. Donc encore une fois, bien comprendre que c'est séquencer les choses. Tu vois, si je ramène les choses au sport, les plus grosses performances auxquelles j'ai participé, ça a toujours été même dans un match en le construisant de façon à dire ouais. Le premier quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait? On fait un premier bilan, ensuite on avance jusqu'à la fin du match. On verra bien, parce qu'évidemment, on veut gagner à la fin du match, mais on verra bien ce que ce sera. Mais le plus important, c'est réussir à être dans l'instant et réussir ce qu'on entreprend, cette mini-mission qu'on s'est fixée. Donc, je pense que se concentrer, tu vois, réduire un peu ce qu'on fait, le projet à ce qu'on fait et vraiment être dans son projet, ça aide à être résilient. Parce que quand je te parlais des blessures, quand je sortais de mon côté un peu dépressif en disant ouais, je vais jamais y arriver, très vite, je me disais qu'est-ce que je mets en place pour déjà, avant de penser à revenir au plus haut niveau, déjà avoir un genou fonctionnel, par exemple. Voilà. Et après, une fois que j'avais le genou fonctionnel, comme je devenais un athlète. Et par étapes, avancer comme ça. Séquencer vraiment, découper ton objectif final en plein de sous-objectifs. Exactement. Étape par étape. On va arriver à la fin de notre discussion qui est extraordinairement inspirante. Tu parlais tout à l'heure du regard que la société française peut avoir sur les sportifs. Comment est-ce que tu perçois l'évolution justement du sport dans la société française? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme modification? Si je te nommais ministre, pas moi, mais si on te nommait ministre des Sports, qu'est-ce que tu essaierais de pousser? Je pense que les JO ont certainement aidé, mais il ne faut pas que ce soit juste un petit phénomène. Non, mais faire en sorte que le sport et la place du sport soit différente, notamment dans l'éducation. Je pense que dans la construction de l'individu, il y a plein de choses à aller chercher dans le sport. Le sport, c'est un outil qui permet de faire passer beaucoup de valeurs. On en parle beaucoup, mais le sport, ça sert aussi à ça. Ça sociabilise. Et c'est quelque part, c'est presque c'est la vie, mais sans la même gravité en quelque part. C'est-à-dire que tu vas avoir la compétition, tu vas avoir aussi la côté performance, tu vas devoir te sociabiliser, tu vas avoir besoin de comprendre l'autre, trouver une façon de fonctionner avec l'autre, comprendre ses différences, chercher des complémentarités. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours et qu'on ne nous apprend pas en réalité à l'école. Et peut-être
percevoir le sport sous cet angle-là, ça permettait de lui donner peut-être plus d'espace dans les programmes qu'on a aujourd'hui, pas voir seulement le prof de sport comme tu vois, si tu regardes Spirou à Dadas avec la clope et survêt voilà, donc je pense que j'essaierai d'agir là-dessus. Et pour les sportifs, trouver encore plus de passerelles, encourager le double projet. Parce qu'encore une fois, pour les sportifs de haut niveau, déjà, quand vous faites du sport, vous n'êtes pas obligé d'être sportif de haut niveau, soit bien clair. Parce que souvent, je sens cette crainte-là en disant, oui, non, mais moi, je peux pas, non. Va courir, va te faire plaisir, prends soin de ta santé aussi. Et pour ceux qui arrivent à être sportifs de haut niveau, je ferai tout pour qu'ils puissent aller au bout d'un double projet. Pour moi, c'est essentiel. Il y a des choses qui sont réalisées, mais il faut aller encore plus loin. Formidable. Je retiens en effet le sport comme une école de la société ou une école de la vie. Merci Thierry pour ta générosité, pour tes conseils très précieux, inspirants, ponctués d'anecdotes marrantes. Éviter les fruits de mer à moi. Avant une finale. Non, mais tu nous as vraiment donné des leçons extraordinaires sur la résilience, sur les moments difficiles d'une carrière, sur comment continuer à s'accrocher, réfléchir à ses objectifs long terme, sur l'interconnexion entre le physique, le mental, mais l'importance de trouver du plaisir dans les choses du quotidien. J'espère que vous, auditeurs, vous avez trouvé autant de leçons extraordinaires tirées du rugby de haut niveau, mais de la connexion aussi avec des projets en parallèle et business et ensuite sur la gestion du stress, la résilience mentale, l'entraînement physique, les hauts et les bas d'une carrière que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Aussi le rôle du leadership, du management, de trouver le bon mot pour les personnes qui sont autour de nous, de scanner la salle et du coup avoir de l'intention sur les gens qui nous entourent. Si vous avez trouvé cette conversation utile, j'espère que c'est le cas parce que moi j'étais passionné de A à Z. N'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et assurez-vous de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Un immense merci encore Thierry pour cette discussion. À très bientôt. À bientôt.